Bienvenue dans Game On, le podcast où on plonge dans l'univers du sport et du gaming avec passion et expertise. Là, je m'entends en double, c'est-tu normal? Est-ce que... Ah, c'est parce qu'ils ont du son, probablement. Ok, vous avez le son. Ok, bon, je m'entends en double, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, on est accompagné de deux invités très spéciaux. Donc, on va préciser les termes parce que M. Vigneault m'a corrigé, mais c'est le psychopédagogue Alain Vigneault ainsi que son partenaire, un psychologue Jean-Michel Pelletier, donc tous les deux compagnons et spécialisés dans le sport, donc dans la psychologie sportive. Comment ça va, messieurs, ce soir? Ça va très bien. Ça va bien, mon pouvoir décalage. Ouais, ok, malheureusement, c'est à cause que, on vous avait dit, là, il faut brancher une caméra par réseaux sociaux, fait qu'on pouvait pas avoir 3 caméras par ordinateur, mais au moins le son va bien, je crois. Ouais. En Ok. passant, Jean-Michel est psychologue, moi je suis psychopédagogue. Ouais, c'est ça. Donc, Alain, psychopédagogue, et Jean-Michel, psychologue. D'ailleurs, dans quelques instants, on fera le tour de c'est quoi la différence rapide entre les deux. Mais avant tout ça, Patrice, je pense que tu veux nous introduire une section. Ça fera pas un changement d'habitude. Vous savez qu'à chaque fois qu'on a des invités, on leur demande c'est quoi leur coup de cœur gustatif au travail, dans leur profession, dans leur domaine. Et étant donné qu'on a deux invités, eh bien, on a deux boissons. Premièrement, la tisane à la cannelle, qu'on vient de voir, je pense, dans les mains d'Alain. Et également l'eau... Oh non, c'était l'eau citronnée. C'était l'eau citronnée. Ouais. On a également l'eau citronnée. Puis, comme vous le savez aussi bien, à chaque fin d'épisode, on prend la peine de noter sur 10 les snacks de nos invités. Puis, on essaie d'y donner une certaine appréciation. Donc, on va voir ça pendant le podcast. Donc, à la main, on a l'eau citronnée puis la tisane à la cannelle. Je pense qu'on a tous les ingrédients qui sont préparés pour la petite entrevue. Donc, on va commencer avec la première question, messieurs. Donc, en une phrase, est-ce que vous pouvez présenter puis décrire ce que vous faites dans vos professions respectives? Une, deux phrases, juste pour que, en général, on comprenne que fait un psychologue et que fait un psychopédagogue. Ben, je vais commencer, mais en gros, quand les athlètes viennent me voir, j'essaie de bien comprendre c'est quoi leurs besoins, puis d'aller plus loin que juste des conseils de base comme concentre-toi, reste focus, d'aller un peu plus loin dans son histoire de vie, dans ce qu'il a vécu, dans sa personnalité, pour débloquer certaines choses que des fois, ils sont pognés dans la tête, puis juste de donner des outils qui sont plus complexes pour aller optimiser la performance chez mes athlètes ou simplement les aider dans leur vie. Des fois, ils vivent des choses un petit peu plus difficiles, là, évidemment. Fait que c'est pas juste d'optimiser la performance, c'est aussi d'ajouter un peu de bien-être dans leur vie. Super. De ton côté, Alain? Ben, mon côté, moi, tu me dis en pas beaucoup de phrases, moi, je fais rien. Je les questionne puis je les écoute. Non. Non. Alors, ce qu'on fait, c'est, moi, je travaille comme Jean-Michel. Ça ressemble beaucoup à ce que Jean-Michel fait. C'est-à-dire que je travaille avec des athlètes ou des sportifs très jeunes, enfants, adolescents, adultes, haut niveau, donc des professionnels, des Olympiens, ou encore des jeunes qui sont en devenir. Et puis là, on parle d'entretien individuel. Et aussi, je travaille avec des équipes, beaucoup d'équipes. Donc, je travaille avec des ateliers, avant un atelier d'équipe sur des contrats long terme, avec toutes sortes d'équipes. Des jeunes équipes, des équipes universitaires, collégiales, des équipes professionnelles, tout sport confondu. Alors, voilà, c'est ce qu'on fait. Puis, on donne aussi des conférences grand public, des conférences à des entreprises qui veulent se servir du modèle sportif pour travailler avec leurs équipes. En gros, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Ouais. Ouais. Ben, c'est intéressant, justement, vous dites que vous traitez avec beaucoup de genres de personnes, dont des personnes qui sont assez jeunes. Puis justement, autant moi puis Patrice, nos communautés sont remplies là, de quoi? De personnes de 14 à 25, 26 ans, des fois plus vieux, des fois plus jeunes aussi, ça dépend. Donc, on a vraiment, je pense, le public cible parfait pour cette petite discussion. Je te laisse enchaîner, Patrice. Oui, rapidement, pourquoi est-ce que la santé mentale est aussi cruciale pour les jeunes athlètes que la condition physique elle-même? Je peux commencer par répondre parce que ouais. les deux sont super importants parce que le cerveau humain fonctionne de la même façon qu'un corps. Si quand il y a des failles, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, il y a quelque chose qui peut bloquer, il y a quelque chose qui
qui peut nuire à la performance. Imaginez un athlète qui n'a pas dormi depuis 2 jours parce qu'il est trop stressé ou il vit des choses dans sa vie, ben, c'est sûr que ça va avoir un impact sur sa récupération, sur sa performance, tout ça. Fait que pour moi, c'est d'une évidence que les deux sont importants. Puis dans le passé, il y avait beaucoup de tabous, là, la santé mentale, tout ça, mais c'est évident qu'avoir une bonne humeur, avoir une belle énergie, ça va avoir un impact sur ta performance. Puis c'est surprenant à quel point on est encore dans est-ce que c'est un tabou, puis pourquoi c'est un tabou. Puis ben, c'est sûr que c'est des choses qui sont importantes pour la performance. On peut dire que c'est très complémentaire. Ah oui. Mais quand tu parles, quand vous dites santé mentale, faites rapport, vous parlez santé mentale, vous parlez plus d'habileté mentale. C'est ça que vous voulez dire? Plus la santé mentale, je crois, parce que justement, c'était exactement ce qu'on recherchait. Alain, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à la réponse. Non, Jean-Michel, j'ai rien à ajouter par rapport à Jean-Michel, puis moi, on travaille pas mal la même chose. Alors, évidemment, la santé mentale, on sait que dans le sport présentement, que ce soit le sport, parce que, il faut faire une différence entre sportif puis athlète. Ouais. Athlète, c'est un statut, puis ça marque une évolution dans la performance. Mais quand on parle d'un sportif, d'un athlète de haut niveau, un athlète en devenir, bien évidemment, le préparateur mental ou le psychologue du sport doit être à l'affût de la santé psychologique de l'athlète. C'est-à-dire que est-ce qu'on a un athlète qui est en forte dépression ou qui démontre des signes de dépression ou des signes d'anxiété ou d'angoisse? Alors, parce que là, on est ailleurs. Si on parle rien que du stress, c'est autre chose. Mais lorsqu'on parle de dépression, d'angoisse, d'anxiété, eh bien là, on est dans d'autres eaux, là, qu'on doit être très vigilant à ça. Concernant ça, tu as parlé de signes, que les athlètes qui démontrent justement des signes de fatigue, etc. Justement, là, si on parle, on va dire, du précurseur de l'épuisement mental, donc des signes d'épuisement mental, as-tu des exemples à donner sur, mettons, je démontre tel signe, puis ça veut dire que ma santé mentale est en péril. Donc, est-ce que tu pourrais me nommer des exemples de signes qui démontrent une santé mentale qui peut être fragile, puis des manières, on va dire, de prévenir ces signes-là? Ben, les signes, entre autres, c'est un peu comme quand on va chez le médecin, puis qu'on est... tu sais, des fois, le médecin va nous questionner sur des questions qui semblent banales, mais la même chose pour moi lorsque je travaille avec quelqu'un, puis que là, la personne va commencer à avoir des changements dans ses habitudes, a de la difficulté, ne mange plus 3 repas par jour, n'a plus faim. Une des questions importantes, c'est parle-moi de l'avenir. Comment tu vois l'avenir à court, moyen, long terme dans tes objectifs de sport? La personne a de la misère à voir, par exemple, l'avenir, va être plus, par exemple, dans des visions antérieures, c'est-à-dire qu'elle va être seulement focusée sur le passé. Donc, on appelle ça, nous autres, dans notre jargon, des axes anxio-dépressifs. Mais quand la personne n'est pas capable de se projeter dans le futur, a de la misère à dormir, change ses fréquentations, manque d'énergie, surtout, eh bien là, évidemment, on n'est pas dans la préparation mentale à ce moment-là. C'est là, par exemple, Jean-Michel qui, lui, de par sa profession de psychologue, que là, je vais appeler à la rescousse, puis je vais dire, oh, là, il y a peut-être quelque chose qui est plus dans l'ordre de la préparation mentale, mais d'aller travailler un peu sur les aspects plus de la psyché en lien avec les problématiques en santé mentale. On sait aussi qu'il y a beaucoup de jeunes sportifs qui finissent par perdre la motivation. Donc, ce serait quoi les stratégies pour rester motivés, pour qu'ils restent motivés à long terme puis pour poursuivre dans ce monde-là? Ben, la motivation, premièrement, c'est un gros mot, là. Puis, la motivation, c'est quelque chose qui fluctue. Tu peux être motivé le matin puis plus être motivé le soir. Fait qu'il faut faire attention avec le mot motivation. Puis le problème de motivation quand c'est un symptôme alarmant, mais c'est par exemple avoir de la difficulté à se lever le matin puis avoir pas le goût de se lever le matin. Il y a beaucoup d'athlètes que des fois ça marche plus, là. Juste se lever, c'est difficile, puis s'endormir, c'est difficile. Fait que ça devient des signes avant-coureurs d'un épuisement, puis la perte de motivation va venir là. Fait que quand ça devient plus aigu ou plus intense, mais c'est là qu'il faut se poser des questions, parce que si ça ne te tente plus de faire ton sport que tu aimes, que tu es passionné, c'est parce qu'il y a un problème. Évidemment. Non, intéressant. Puis justement, quelque chose à ce sujet-là, là, quelque chose qui est très important dans les sports, c'est plus la constance que, on va dire, seulement le talent. Puis, dans le fond, à cet égard-là, peut-être pour plus compléter la question à Patrice là, qui a demandé c'est quoi la stratégie pour être motivé à long terme. Si jamais un athlète se rend compte
qu'il est plus motivé à long terme pour le sport qu'il a toujours voulu faire ou pour le sport qu'il a toujours voulu poursuivre, c'est quoi vous recommanderiez? Est-ce que vous recommanderiez de prendre un temps de pause ou peut-être, on va dire, s'il veut vraiment performer au maximum à l'élite de ce sport-là, de continuer, puis malgré le fait que ça ne tente plus, d'essayer justement d'utiliser cette énergie-là pour continuer. Donc, qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui se dit « Ah, j'ai pratiqué le soccer toute ma vie, là, j'ai plus le goût. » Ça serait quoi votre première réponse à ça? Ben, tout d'abord, il y a ce qu'on a, c'est une très grande question. La première chose, moi, que je fais attention, c'est de stimuler la personne ou de la mettre en vigilance sur ne pas agir ou ne pas prendre une décision en réaction. Alors, ça, c'est en général très mauvais. Donc, de prendre le temps de peser le pour et le contre. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle, qui n'est pas très connu, ce qu'on appelle la fenêtre de redécision. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un sport, par exemple, prenez un joueur de soccer, parce que tu as énoncé le truc, là. Si, par exemple, je joue au soccer depuis l'âge de 5-6 ans, puis que là, je suis rendu à 14 ans, puis que là, je joue encore au soccer, puis que là, je commence à être un petit peu dans la démotivation, si on peut appeler ça de même, ou une perte d'intérêt, bien, on sait que pour les garçons, entre l'âge de 12 ans, à peu près 12 à 14 ou 15, les filles, ça va être 11, 13, 14, on sait qu'il y a une période qu'on appelle de redécision ou une période d'examen en solitaire. C'est-à-dire que le jeune va commencer à penser tout seul en disant ah, le volleyball, ça a l'air cool, ça. L'improvisation, ça a l'air cool. Ah, le théâtre, ça a l'air cool. Puis ce qui a de l'air cool aussi, c'est d'arriver à la maison le soir à 5 heures, puis de me reposer, puis de faire mes devoirs, puis de me. Tu sais. Et ça, les jeunes, des fois, ils vont le vivre dans leur coin, puis soit par peur de décevoir les parents, les amis, ils n'en parleront pas, puis ils vont vivre ça tout seuls. Mais ils ont une période de réflexion c'est très sain de se poser cette question-là, puis de dire, ah, il existe autre chose ailleurs. Parfois, ils vont cesser leur sport dominant, puis ils vont aller faire autre chose. D'autres vont rechoisir. Et là, c'est pas rare qu'on voit qu'ils vont être partis pour la gloire. Fait que cette fenêtre-là, qu'on appelle la fenêtre de redécision, où je rechoisis mon sport, elle est à considérer c'est pour ça que d'agir en réaction, c'est jamais très bon dans des phases comme ça. C'est comme être impulsif dans le fond, c'est ça? Cette réaction. Ben, je sais pas si on peut dire de l'impulsivité. Ben, je sais que des fois, c'est des accumulations de frustration, puis à un moment donné, ils prennent une décision plus impulsive. Là. Mais, puis tu vois, un problème bien campé est à moitié réglé. Quand je parle de motivation, moi, je dis toujours, il y a 3 variables à la motivation. Le sentiment de compétence, donc est-ce que je suis bon, est-ce que je me sens bon? L'autre variable, c'est est-ce que je suis connecté, est-ce que mon coach m'aime, mes coéquipiers, mes coéquipières m'aiment? Et l'autre volet, c'est que j'ai-tu l'impression d'avoir du contrôle, j'ai-tu l'impression d'aimer ce que je fais, d'avoir du contrôle, ça fait du sens pour moi. Si tu as les 3, contrôle, compétence et connexion, tu vas être motivé. En d'autres mots, si tu es un joueur de hockey, un joueur de soccer, si tu te sens bon, tu as des amis, ton coach t'aime, puis tu as l'impression d'avoir du pouvoir sur ton jeu, comment tu veux ne pas être motivé? Mais il suffit d'une variable, perte de contrôle, blessure, whatever, puis ta motivation peut faire une chute brutale vers le bas. Puis une seule petite variable peut faire tomber la motivation. Et c'est pour ça que la motivation, c'est très complexe. J'aime beaucoup mieux parler des 3 besoins que je vous ai dit là. Okay. On a beaucoup plus d'action sur ces 3 besoins-là. Est-ce que c'est une pause? Peut-être, pour reprendre le contrôle. Mais si la personne ne se sent pas bonne parce que, je sais pas, c'est la moins bonne ou je sais pas trop quoi, mais c'est peut-être pas une pause qu'elle a besoin. Elle a peut-être besoin de regarder des vidéos et s'améliorer. Ah, c'est pour ça, ce que Jean-Michel appelle, souvent, on va essayer de. C'est un peu comme le stress puis la confiance. Si on veut relever le bateau qu'on va appeler motivation, qui est dans le fond, comme le Titanic dans le fond de la mer, puis je veux le relever tout ça, c'est un trop gros morceau à relever. À relever, c'est Titanic. C'est inhumain de faire ça. Mais si on est capable de partir à la recherche de la frustration dominante, prenons par exemple que, comme Jean-Michel vient de dire, que le jeune ne se sent pas compétent. Il y a une frustration reliée à la compétence. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler à élever, à soutenir le sentiment de compétence ou le sentiment d'autonomie ou le sentiment de connexion sociale. Si vous remarquez, on ne dit pas on va essayer de relever la motivation. Si tu aides la jeune ou la personne à le soutenir dans un de ces 3-là, bien là, la motivation il va avoir un impact ou un effet sur la motivation.
comme Jean-Michel dit, c'est très complexe, mais c'est un bateau qu'on peut découper en petits canaux. Puis là, dire, Ok. on va travailler plus le petit canot que le gros bateau. Voilà. Non, c'est sûr. C'est intéressant les trois aspects énumérés. Pas de moi personnellement, j'y connaissais pas, là, mais tu sais, quand Ouais, tu y moi non penses plus. vraiment, les Ouais. trois choses, ça fait vraiment du sens, puis se complètent l'une avec l'autre. Fait que peut-être que, comme ils ont dit, focuser peut-être sur ces trois aspects-là plus que sur l'aspect motivationnel, parce que avec ces trois aspects-là, la motivation va venir. Fait que petit Ouais. conseil Puis pour ceux qui nous regardent c'est aussi. basé sur la science, pas moi qui ai inventé ça, c'est la Ouais, non, non. théorie de la motivation autodéterminée, si jamais les gens sont curieux. Ok. Ok. Les auteurs qu'on peut y référer, c'est Ryan et Desi. Yes, des CB Right. Ouais. Ok, super. Là, tu sais, on parlait un peu de l'environnement aussi. Eh bien, comment les parents puis les entraîneurs peuvent mieux soutenir un jeune athlète, justement, sans ajouter un peu trop de pression supplémentaire aux joueurs? Est-ce qu'il y a des moyens, des techniques qui... ça doit aussi dépendre de l'athlète en personne, ça doit varier d'une personne à l'autre? Oui, mais tu vois, soutenir, c'est pas jouer à la place Ouais, ou non, c'est ça. vivre. Puis soutenir est vraiment bon. Puis ça dépend toujours de l'âge. L'âge est fondamental dans l'implication. Puis dans les développements des jeunes, c'est vraiment drôle. Il y a vraiment un moment dans le développement puis que le père ou la mère devient plus nécessaire dans les critiques, les commentaires, les feedbacks. Le père ou la mère devient important à juste encourager puis à donner des ressources, l'argent, la présence, etc. Mais des fois, ça arrive à 14, des fois que ça arrive à 15, des fois ça arrive à 16, mais c'est dans ces eaux-là où que le jeune fait, ouais, est-ce que le feedback de mon père me nuit ou m'aide? Puis souvent, quand rendu à 16 ans, ben, un feedback négatif dans l'auto, là, vous comprenez que quand l'athlète arrive dans l'auto, puis il y a une mauvaise partie, puis le père, il est comme un peu fâché, puis quasiment en train de bouder dans l'auto, c'est pas winner pour Non. la motivation. Non, En c'est fait, sûr. comme parents, souvent, on va travailler, Jean-Michel et moi, avec des parents, puis on va les encourager tout d'abord, quand les enfants sont jeunes, donner. Puis c'est important de dire aux parents qu'on soutient ce qu'ils font déjà de bien. Hein, ça, c'est important parce que moi, j'ai eu 4 enfants, je suis grand-père de 9 petits-enfants, alors je suis compatissant avec ce que les parents veulent vivre. Mais le rôle du parent, un des premiers rôles, c'est de recevoir l'affect de nos enfants. Ça, c'est le rôle du parent. Hein, le parent voit l'enfant qui n'est pas content ou voit le jeune qui n'est pas content après un match, ben, il va juste lui dire, ouais, ok, c'est pas cool, t'es pas content. Ben, ça, tu as un parent qui reçoit son affect. Point final. Puis après ça, ben, c'est d'encourager l'enfant à la persévérance, à l'effort, puis au plaisir. Parce qu'il y a 2 études aux États-Unis qui ont été faites auprès de 14 000 jeunes, 2 fois, donc 28 000 jeunes. Puis la première question qu'on a posée aux jeunes, c'est pourquoi tu fais du sport? La première question sur 14 000, la première raison, c'est have fun. Ouais. Et la deuxième cohorte, le deuxième groupe qu'on a questionné, 14 autres 1000 jeunes, on leur a demandé pourquoi tu as abandonné le sport? Plus de La plaisir. la première raison, c'est que j'avais plus de plaisir. C'est une étude qui est très intéressante, puis qui démontre, oui, il y a de la performance, mais en même temps, c'est have fun. Parce que combien montent dans les professionnels? La Ligue nationale de hockey, c'est minime. 0,00295%. Non, 140 c'est sûr. joueurs par année qui sont draftés, pas plus. Sur Ouais, 600 000 joueurs canadiens. C'est ça, c'est une certaine fraction seulement là, des athlètes qui réussissent à percer au niveau élite. Là, Ouais. puis de plus en plus, l'industrie évolue. C'est de plus en plus difficile même de se faire une place parmi les joueurs professionnels. Puis Pat, d'ailleurs, là, en ayant parlé de la LNH, moi je pense que c'est peut-être un bon moment pour introduire, on va dire, plus notre section actualité. On sait que, là, on parlait de hockey. Je pense que vous êtes beaucoup à nous écouter présentement qui connaissent Carey Price. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent l'ancien gardien du Canadien de Montréal. Je dis l'ancien gardien parce qu'il ne goal plus, mais son contrat est encore actif avec le Canadien présentement. On sait que Carey Price, le gardien de but du Canadien de Montréal, il a traversé plusieurs hauts et bas au cours de sa carrière, notamment des périodes de blessures, comme on parlait un peu plus tôt, puis des difficultés à retrouver son niveau de performance habituel. Ces défis auraient pu possiblement affecter son état mental et sa confiance en lui. Price a même ouvertement parlé de l'importance de la préparation mentale puis du soutien psychologique dans son processus de rétablissement puis de maintien de la performance. Donc là, où ce que je veux en venir, c'est qu'en parlant de toutes
les moments les plus difficiles que Price a dû passer au cours de sa carrière, comment est-ce que tous ces événements-là ont-ils pu affecter l'état mental, je dirais, d'un athlète comme lui, de son calibre? Donc, comment est-ce que tous ces événements ont pu affecter son état mental? On peut parler des blessures, des problèmes qu'il y avait aussi hors glace, qui n'avait pas gagné de Coupe Stanley, qui était aussi le meilleur gardien à l'époque, même qui n'avait pas gagné de Coupe Stanley. Donc, comment vous voyez ça? Ben, c'est une grosse question parce que tu es un individu, un athlète spécifique. Puis, tu sais, c'est ça qu'il faut faire attention parce qu'on n'a pas justement accès à ce qui se passe dans la tête. On n'a pas non plus accès à plein d'informations de son passé. Mais, tu sais, les athlètes de haut niveau, là, ce qu'on sait, comme Carey Price, tout ça, puis surtout la position de gardien de but, là, je te dirais que pour avoir été gardien de but quand j'étais jeune, c'est une position un peu ingrate. Hein. Tu peux être un héros une journée, puis un zéro. Puis tu peux être un héros une année, un zéro l'autre année, puis c'est quelque chose qui fluctue tellement que ça peut être très difficile à gérer. Puis c'est difficile à gérer, mais en même temps, quand ça va bien, ça se peut que ce soit pas si difficile que ça à gérer non plus. Fait que ça dépend vraiment dans quelle posture que l'athlète est dans un moment donné de sa carrière. Puis comme Carey Price, il y a eu des beaux puis des bas. Puis les blessures, le problème, c'est que c'est très difficile puis ça te prend beaucoup de liens de confiance du coach pour te garder numéro un. Imagine, tu as une blessure, tu n'es pas à ton top, il faut que tu reviennes. Il y a des étapes avant de revenir en plein potentiel, en plein, des fois des grosses chirurgies comme le genou, des trucs comme ça. Fait que revenir à un haut niveau de performance, des fois, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, même 1 an. Fait que ça prend une confiance du coach pour que le gardien de but se sente respecté dans cette récupération-là, puis cette blessure-là. Puis des fois, évidemment, les coachs, les directeurs généraux, la foule, les fans peuvent mettre de la pression indue pour mettre de la pression pour qu'ils reviennent plus tôt, par exemple, ce qui peut créer des problématiques d'anxiété ou de... Là, on ne sait pas par rapport à cet athlète-là précisément, mais c'est des choses qui peuvent arriver chez les athlètes. Là. Puis je suppose aussi que quand c'est arrivé, sa blessure majeure, c'était contre les Rangers de New York en demi-finale. Je ne sais plus c'est quelle année spécifiquement. J'ai assisté au match. La blessure quand je pense que c'était Chris Kreider qui avait rentré dedans, puis c'est là qu'il y a eu, je pense, sa blessure au genou. Est-ce que, vu que c'était un contexte aussi de demi-finale, tout ça, ça a dû être encore un peu plus difficile pour lui de bien digérer ça? Parce qu'on s'entend que c'est peut-être l'année aussi que le Canadien aurait pu gagner une Coupe Stanley. Donc, comment vous voyez ça? Bien, comme Jean-Michel le disait, il y a plusieurs facteurs, mais il y a des choses, tout d'abord, qui sont à regarder. Quel est l'impact de ce moment-là? En psychologie ou en psychoéducatif, on va parler, nous autres, des facteurs de reviviscence. C'est des facteurs qui réactivent. Je vais donner un exemple. Si, mettons, je me rappelle d'un joueur de football qui avait eu une méchante blessure là, qu'on appelle la triade joyeuse. Là. C'est pas trop drôle comme nom, mais ça s'appelle la triade joyeuse. Péroné, tibia, fracture ouverte, péroné, tibia avec le genou qui est sorti. Puis pendant 2 ans, il était en réhabilitation, puis il est retourné au jeu au football. C'est un joueur professionnel qui jouait dans la CFL. Moi, je travaillais avec. Et dès le moment où il a commencé à revoir ou encore être en contact avec des éléments qui lui rappelaient ce qu'on appelle des facteurs de réactivation du trauma, ben, ça lui rappelait sa blessure, boum, il y avait inhibition des mouvements, il y avait figement. Alors, est-ce que, quand c'est arrivé à M. Price, est-ce que cette blessure-là a laissé des petites traînées de poudre dans son esprit? Comme Jean-Michel l'a dit, on ne sait pas. Chaque personne est unique. On ne le connaît pas. Moi, pour avoir... Puis il y a des éléments que je pourrais dire par hasard, par exemple, je travaille avec plusieurs joueurs de la Ligue nationale. Eh bien, il y a plusieurs joueurs qui vont me dire, lorsqu'ils reviennent au bureau puis qui me parlent de leur playoff, si vous saviez le nombre de joueurs qui ont joué avec des blessures importantes, c'est assez impressionnant. Entre autres, je suis en lien avec une firme d'agents, une agence très importante de la Ligue nationale, des agents de joueurs. Puis, il me parlait, entre autres, si on parle de M. Price, il me parlait comment que ça a été mal géré. Comment la gestion de la santé
de ce gardien de but-là en termes de volume de match, Mhm. le volume des matchs. Alors que maintenant, on gère différemment la carrière des gardiens de but C'est vrai. parce que quand on voit les gardiens de but, la position du gardien de but, le stress sur le corps, M. Price a été très usé par rapport au Mhm. stress qu'on lui demandait comme performance. Il a été un pilier important. Fait que donc, c'est multifactoriel tout ça. Puis comme on dit, on ne le connaît pas. Puis même si on le connaissait, on ne Ouais. pourrait pas répondre à votre question de Ok. façon Hmm. précise parce que c'est des questions de Ouais. confidentialité. Ouais. Mais Ouais. on peut s'imaginer que c'est multifactoriel ce qui peut amener une personne à vivre des détresses psychologiques ou des usures psychologiques. Hmm. Là, Surtout, je vais tenter ma chance, là. Je m'imagine déjà la réponse, là, mais vous avez dit là, qu'il y avait des athlètes là, de la LNH qui ont joué les playoffs avec une blessure. Y a-tu des petits noms que tu peux nous donner ou c'est zip? Ben, c'est public. il y a Tyler Seguin, ça, j'étais au courant. Ben, Il y en a beaucoup. Ben, il y en a plusieurs. Pensez à ce qui a été déjà annoncé. Patrice Bergeron a déjà joué Ouais. avec des clubs PV. Philippe Danault a joué avec une cheville pétée, Une des côte doigts. pelée, ça fait mal. Ouais, puis Apparemment aussi, je pense que c'est Draisaitl. Dans les dernières séries, il était magané partout, partout. Là. C'est ah oui, pour ça oui, ben, qu'il est dans son régime, mais faut pas aller il était là loin. pour les séries. Puis, ouais. Gallagher, il jouait avec deux doigts par. Fait que, tu sais, ça a été des choses, on brise pas de confidentialité, ça a été des choses qui ont Ouais. été dites dans les journaux. C'est comme ça. Ok. C'est comme ça. Ok. Puis, juste, je rajoute à la question. Vous avez dit que vous avez traité justement avec des athlètes de la LNH. Là, si vous aviez des petits noms à nommer, juste pour que notre public là, se situe avec qui vous avez. Non, vous avez pas le droit? Non, ben, Ok, j'ai écoute, tenté ma chance. J'ai tenté ma ben, chance. c'est Au moins. intéressant. C'est intéressant ce que tu demandes parce que c'est très intéressant. Puis je suis sûr que Jean-Michel va être d'accord avec moi. Là, on parle Mhm. de philosophie de travail et de confidentialité. Bon, Ouais, ouais, ouais. on va faire une parenthèse. Il y a Mhm. des gens qui pratiquent la préparation mentale puis qui vont se faire un plaisir de faire ce qu'on appelle dans notre jargon du name dropping. Ok. Mhm. Se faire un capital auprès d'athlètes qui travaillent. Mhm. Alors, évidemment, on va se cacher derrière, je demande la permission aux athlètes, une autorisation de dévoiler le nom. Oui, tu es en règle quand Mhm. tu fais ça. Mais ça va Ok. plus loin que ça. Pour Jean-Michel et moi, en tout cas, Jean-Michel, tu iras avec Ouais, toi, mais nous, je pense qu'on on communie à la même philosophie. Si vous venez dans mon bureau, vous ne verrez pas de poster d'athlète, vous ne verrez pas de merci Alain, et vous ne verrez pas ça. Mhm. Parce que pour nous, le respect de la confidentialité de l'athlète, c'est hyper important. D'accord. Mhm. Donc, on donne pas de nom. Puis savez-vous quoi? Les athlètes ils aiment ça. Mhm. Ils Ouais. aiment Oui. ça. Les sportifs aiment ça. Les équipes aiment ça. Des Ils fois, sont on plus en peut. confiance, j'imagine. Ben oui. Ben, je sais pas si c'est rien que ça, mais qu'est-ce que Ben, ça veut dire? c'est une de nos armes numéro un en tant que, tu sais, Mhm. t'es dans la psychologie, c'est que quand tu peux pas parler au coach, tu peux pas parler à tes parents, tu peux pas parler à tes amis, tu peux juste Mhm. parler à une personne de confiance, mais nous, on demeure confidentiel, fait que c'est notre arme numéro un où que la personne peut venir exprimer certaines choses sans que ça soit exposé partout ailleurs. Fait que nous, on joue un rôle fondamental justement dans cette confidentialité-là, puis nous, les psychologues, encore pire, là, on a moi, j'ai un ordre et je pourrais même pas dévoiler ces choses-là. Je pourrais perdre ma licence. Ok. Ça va Ok. plus loin. Là, mais ça n'empêche pas de dire qu'on travaille avec des joueurs de la Ligue nationale, des Ouais, équipes de non, la Ligue nationale ou des athlètes de haut niveau olympiques, mais de briser la confidentialité, en fait, c'est comme si on perdait la confiance. Même si on disait un nom, tout ça, les gens qui nous écoutent diraient, ouais, pas sûr, j'ai le goût d'aller le voir, lui. Ok, c'est vrai ok. que- Là, je comprends. Ok, c'est Non, super. Bon, ben, section hockey terminée maintenant. Pas c'est moi qui reprends le contrôle. Ouais. On va parler de soccer. Juste précision, là. Quand je dis le mot soccer, mon public, là, aime mieux que j'utilise le mot foot parce que, tu sais, j'ai beaucoup un public français. On va dire foot. Foot, c'est pas pour le foot américain, c'est pour le foot soccer, si ça vous va. Fait que, pour poser la question, on va poser maintenant. On va parler, en fait, de foot maintenant. On a jasé, là, d'un joueur de hockey, Pat, là. Très décisif pour la LNH. Maintenant, un gardien également, mais pour le foot. Emiliano Martinez, un des gardiens les plus décisifs, au moins en sélection nationale dans les récentes années. Je vous avais déjà envoyé en pré-entrevue un peu son profil, puis une petite vidéo de ce qu'il faisait. Pour le public, puis pour introduire la question, je vais résumer un peu lui, c'est quoi, on va dire,
qu'est-ce qui le démarque? C'est un gardien qui est surtout connu pour son jeu psychologique, son jeu mental. Mettons, dans les séances de penalty, quand c'est vraiment plus mental que physique, parce qu'un penalty, tout le monde est capable de tirer ça. Mais vraiment, le stress de tirer le penalty, c'est la chose qui va le plus être difficile pour un athlète. Ben lui, ce qu'il fait, il fait des danses, il parle aux athlètes pendant qu'ils sont sur le bord de tirer. Des fois, il va prendre le ballon, puis il va tirer le ballon, il va tirer des goals. Fait que lui, là, son but, c'est la déconcentration. C'est vraiment entrer dans la tête du joueur adverse. Vous qui avez vu, justement, ces caractéristiques-là de ce gardien-là, si vous aviez des exemples à nommer, autant que ce soit des danses, que ce soit parler, en quoi cette arme-là de ce gardien-là, en fait, pourquoi cette arme-là de ce gardien-là est autant efficace envers les joueurs adverses? Moi, je serais curieux de voir, première chose, est-ce que c'est vraiment efficace, premièrement? Oui, je vais continuer avec la question. C'est un des gardiens qui, dans les récentes années, a eu le plus de pénaltys arrêtés dans les séances au tir au but. En demi-finale contre la Colombie, en Coupe América, il a arrêté 3 pénaltys. Après ça, en demi-finale contre les Pays-Bas, il en a arrêté 2. En finale contre la France, il en a arrêté 1, puis il a réussi à déconcentrer un joueur. Mais c'est peut-être pas à 100% son mérite, mais il y en a un qui a manqué un pénalty après une déconcentration. Puis récemment, cette année, en Coupe América, il a aussi arrêté 2 ou 3 pénaltys contre l'Équateur. Donc, dans 4 matchs extrêmement décisifs pour l'Argentine, qui ont signifié des titres pour l'Argentine, 3 titres, avec ce gardien-là, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, il a réussi à faire ça. Donc, normalement, c'est efficace. On ne sait pas, comme vous dites, s'il y a une corrélation exacte, mais normalement, le gardien est reconnu pour ça, puis ses réussites sont quantifiables. Intéressant. Puis la deuxième question qu'il faut se poser quand même, là, si on analyse la situation, c'est est-ce que c'est son talent quand même qui pourrait expliquer ça? Ça, c'est le premier élément. Puis si on prend l'hypothèse que ça se peut que sa stratégie mentale d'être plus confrontant, plus en anglais, on dit cocky, là, je pense qu'il est arrogant un peu puis il déstabilise l'adversaire. Si on prend cette hypothèse-là, oui, ça se peut, mais c'est un couteau à double tranchant. C'est que ça peut marcher chez certaines personnes, puis ça peut nuire dans d'autres moments. Puis ça semble être efficace dans son cas, ce qui est quand même intéressant, on pourrait l'analyser, mais souvent c'est très personnel, c'est-à-dire que pour lui, c'est bon, mais pour un autre athlète, un autre gardien de but de foot, est-ce que ça serait efficace? Peut-être pas. Peut-être qu'être trop arrogant puis trop comme ça activerait le stress chez un autre gardien de but, mais pour lui, ça se peut que ce soit une façon de gérer son stress puis il est plus dans l'état de flow quand il est dans une énergie un petit peu plus de confiance projetée. Là. Fait que de ce que j'ai vu des vidéos. Là. Ouais. De ton côté, Alain, peut-être? En fait, moi, je vais me faire l'avocat du diable parce que, tu sais, si j'étais, mettons, préparateur mental de l'équipe qui affronte ce gardien de but-là, je me dis, il y a des routines. C'est-à-dire que moi, si je suis quelqu'un qui va jouer contre ce gardien de but-là, puis je le connais et que je sais qu'il va faire ça, je vais me préparer une routine pour t'as bien beau me faire toutes les singeries que tu voudras, t'as bien beau me dire ce que tu veux, ça reste juste tu vas créer en moi des pensées et c'est tout. Donc, peut-être qu'il y a des joueurs là-dedans qui se sont mal préparés. Il y a un très bon exemple au niveau du foot. Je vais revenir 2 Olympiques en arrière. Les Jeux Olympiques, pas ceux qu'on vient de passer à Paris, là. Les avant-derniers, d'été, lorsque l'équipe canadienne de soccer féminin a gagné la d'or, le gardien, la dame, la personne qui était gardienne de but, je peux vous dire qu'elle avait toute une routine pour justement intimider, mais de façon silencieuse, ses adversaires parce qu'elle était prête, elle avait une routine de préparation pour les pénalités. Donc, comme Jean-Michel dit, oui, si c'est en adéquation avec ce que lui vit, tant mieux, mais peut-être qu'il y a une faille qui a été décelée auprès des joueurs. Est-ce qu'eux ont créé des routines pour dire regarde, t'as bien beau vouloir rentrer dans ma tête, mais tu rentreras pas dans ma tête. Mais je te pose la question, Alain, selon ce que tu me décris, pour toi, ça a de l'air assez facile de préparer, on va dire, les tireurs de penalty à affronter la routine de ce gardien-là qui va tenter de déconcentrer. Donc, si je comprends bien, selon toi, tu penses que la raison pour laquelle, on va dire, c'est la technique du gardien de déconcentrer les joueurs a marché plus qu'une fois, c'est parce que les tireurs de penalty n'ont pas été assez préparés pour ça?
Selon moi, oui. Moi aussi. OK. Puis justement, là, si je pense que l'équipe de France ou l'équipe colombienne vont vous engager, là, mais mettons, là, Ça sent bien. Ça va recevoir un appel dans pas long. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Pas le temps pour ça, ok. Mais mettons, là, vous avez justement préparé une dizaine de joueurs à tirer des pénaltys contre ce gardien-là. Ce serait quoi les conseils que vous leur diriez pour affronter Emiliano Martinez? Donc, ça serait quoi, on va dire, les instructions à donner pour se préparer contre ce gardien-là? Contre un gardien qui aime ça jouer dans la tête? Mais juste nuancer, là, évidemment, notre réponse est toujours plate, là, ça dépend de l'athlète, mais mettons qu'on prend un athlète qui est quand même assez nerveux, qui est intense, puis qui est nerveux, il arrive là, puis là, le gardien de but il est dans l'intimidation comme ça. Ben nous, notre défi, en tout cas en tant que psychologue ou préparateur mental, c'est de descendre la pression. Puis en général, l'autre n'est pas supposé d'avoir autant d'impact sur toi. Si c'est le cas, ben il faut trouver des stratégies. Fait que, souvent, on va trouver des stratégies pour descendre la pression. Puis là, ça peut être un exemple que je donne souvent, là, surtout dans les sports ou que le basket ou le soccer, c'est que des fois, le stress fait monter la pression vers le haut. Puis des fois, j'essaie de trouver des stratégies pour descendre la pression vers les pieds. C'est cool parce que dans le soccer, dans le foot, c'est dans les pieds que ça se passe, la pression. Okay. Fait que quand on est stressé souvent ou en colère, la pression monte vers le haut. Fait que je trouve des stratégies pour descendre la pression vers le bas, volontairement, que ce soit par imagerie ou pas de façon intentionnelle. Puis Alain pourrait vous parler de d'autres stratégies, plus d'autres préparations mentales. Ouais. Ben, en fait, il y a, de ce que Jean-Michel, il y a ce qu'on appelle les processus neurologiques qu'on appelle le top-down process ou le bottom-up process. Le top-down process, c'est ce que classiquement on fait beaucoup. Hein? On dit... Bon, ben là, je me dis des choses, puis ça m'amène dans des émotions, puis là, les émotions me font sentir quelque chose au niveau du corps. Ça, c'est top-down process, c'est classique au niveau neurologique. Donc, on va dire, change tes pensées, tu vas vivre une émotion différente, dans ton corps, ça va se transformer. Ça, c'est bien aussi, mais ce que Jean-Michel appelle, on appelle ça au niveau du bottom-up process, c'est-à-dire au niveau du système nerveux. Puis c'est le fun dans le foot parce que dans le foot, tu bouges les jambes. Alors, présentement, aux Olympiques, les derniers Olympiques à Paris, il y avait je travaillais avec 3 filles de l'équipe canadienne olympique. Puis il y en avait une là-dedans, là, ça a de la drive, je vais te dire. Ça a vraiment d'énergie. Ouais. On travaillait beaucoup sur ça, le bottom-up process. Quand ça commence à bouillir dans ta tête, puis tu t'énerves, active tes jambes. Et on sait que quand on active nos jambes, ce que le gardien de but, en fait, là, quand tu actives tes jambes, tu granules tes pensées. C'est comme si tu les mettais en morceaux. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui a besoin de respirer? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est devant ce gardien de but-là, puis que, encore une fois, c'est de le questionner sur ce qui marche pour lui? On a-tu quelqu'un qui va regarder le gardien de but faire ses singeries, puis qui va y faire un petit clin d'œil, qui va y servir sa même médecine? La psychologie inversée, un peu. Est-ce qu'il va juste respirer, donc expirer par le ventre pour se calmer, ou quand on parle de pression, une chose importante, quand Michel parlait de pression, moi, des fois, ce que je vais arriver, je vais dire à la personne, mais pourquoi tu veux arrêter d'être sous pression? Pourquoi tu veux arrêter d'être stressé? Pourquoi tu veux arrêter d'être anxieux? Demande la pression. Demande le stress en disant que tu aimes la pression, que tu en veux. Imagine-toi que tu as le gars devant la personne, le gars ou la fille, qui est devant ce gardien de but-là, puis là, qui commence à sentir la pression, puis qui dit « Yes, j'aime ça de la pression. J'en veux de la pression. J'aime la pression. » Bien là, t'as plus la pression devient ton allié, mais comme Jean-Michel disait, qui est devant moi quand j'accompagne quelqu'un? Qui est devant moi? Est-ce que j'ai quelqu'un qui est de nature un petit peu très calme de nature, ou hypoactive, ou hyperactive? Donc, c'est dur à établir des stratégies. Il faut questionner la personne, puis partir à la recherche de stratégies qui vont marcher pour elle. Mais ce qu'on sait, moi, je pense que c'est bien beau. Moi, j'ai regardé la vidéo que vous nous avez envoyée. Je trouvais ça bien cute, là, toutes les singeries qu'il faisait. Puis c'est vrai qu'il est bon. Mais je trouvais ça bien cute, mais je me disais, il y a un paquet de tireurs qui ont pas fait le travail de préparation face à Bon, ben, dans ce cas-ci, Aurélien Tchouameni, Kingsley Coman, Virgil van Dijk, prenez des notes d'Alain et Jean-Michel pour la prochaine fois parce que c'est super. C'est super. On a énuméré quelques joueurs, entre autres, là, qui ont manqué des tirs contre ce gardien-là. Mais parfait. Donc, hey, j'imagine,
potentiellement qu'une chose à faire pour ces joueurs-là, ça serait d'avoir des bons préparateurs mentaux pour la prochaine fois. Puis, hey, c'est très intéressant d'avoir vu votre perspective sur ça. Patrice, on approche bientôt là, le 1h. Est-ce que c'est un bon moment pour donner notre review sur 10 du snack, puis après ça, passer à la période de questions? On peut faire ça. Ouais, c'est ça. Ouais, super. Je te laisse commencer. À la fin, on va vous léguer la surprise pour la fin. À la fin. Donc, ça sera pas bien long. Pour l'eau citronnée, c'était vraiment pas la première fois que j'en buvais. Moi, j'ai tout le temps aimé ça. Puis, je me doutais déjà de la note que j'allais y donner. Mais il y allait avec un bon 8.2. L'eau citronnée, j'adore ça. 8.2? Ouais, des décimales, pas arrondi à 8 ou 8.5. Là. Des décimales, on n'aime pas ça, nous autres. On va y aller à 8.5. 8.5, ok, c'est bon. Bon, je continue avec l'eau citronnée dans ce cas-là. Moi, honnêtement, Alain, je suis content que ça te serve pour toi, mais moi, j'aime vraiment pas ça. De la limonade, j'achète, mais de l'eau citronnée, je sais pas. Moi, c'est vraiment pas mon drink préféré, mais hey, on dirait que ça garde réveillé par contre. Parce que, tu sais, t'as comme tes papilles gustatives qui sont comme challengées avec quelque chose. Ça, au moins, je peux dire que ça a marché. Je me sens quand même assez on va dire, éclairé avec ça. Mais même à ça, je pense que je vais donner un 4 sur 10, personnellement. Moi, c'est pas mon drink. Ouais, c'est un peu servant. J'ai juste donné double. Ouais, fait que juste Pat, le double. pour le thé à la cannelle, Pat, je te laisse. Moi, tu vois, c'est un peu le contraire de toi. Toi, je sais que t'aimes ça, les tisanes dans la vie de tous les jours. Moi, je suis un peu moins fan de tisanes, puis encore moins de cannelle. Mais j'ai quand même été surpris. Je dirais qu'un 7. Un 7? Ouais. Bon, ben moi pour ce ranking-là, je vais te dépasser. Comme tu sais, Pat, j'aime beaucoup les tisanes, j'aime le maté, juste la thé en général, j'aime beaucoup ça. Puis honnêtement, j'avais jamais goûté à du thé à la cannelle. J'en avais chez nous, surprenamment. J'ai même pas eu besoin d'en acheter. Puis, ben honnêtement, moi, je me disais, sans sucre, j'avais peur que ça soit comme trop, je sais pas, que ça soit trop fort. Mais honnêtement, sans sucre, sans rien, j'ai vraiment aimé ça. Moi, ça a été une surprise. Jean-Michel, à l'avenir, là, tu vas peut-être modifier une de mes routines. Le thé à la cannelle, c'est un gros minimum 8 points. Ouais, je vais donner... Ah ben, 8.5, c'est pas assez, on dirait. Je vais donner un gros 9, honnêtement. J'ai vraiment aimé ça. C'est la meilleure note qu'on a depuis le début des podcasts. Ouais. C'est la meilleure note. Juste pour une petite parenthèse, le thé à la cannelle, moi, quand j'ai découvert ça, c'est parce que quand t'es psychologue, il faut que tu sois attentif toute la journée. Là. Ouais. Ça me prenait quelque chose d'un petit peu le fun, stimulant, un peu sucré, mais tu t'imagines, tu prends de quoi de sucré ou après 2 cafés, c'est comme trop, ou un café. Fait que la cannelle, ça m'a juste permis de garder comme quelque chose de stimulant puis rester concentré avec mes clients. Fait que, on en prend note. Ouais, non, c'est bon. Fait guys, selon Pat, l'eau citronnée, ça va, selon moi, non. Ouais. Le thé à cannelle, c'est pas mal égal. Vous tirez vos propres conclusions, mais c'est ces deux boissons qui permettent de fonctionner nos deux chers psychologues. Pat, sans plus tarder, on va passer à la période de questions. Moi, j'avais beaucoup de fans de hockey. D'ailleurs, Alain, comme première question ou plus commentaire, j'ai un de mes abonnés là, qui dit que tu étais le psychologue sportif pour son organisation de hockey. Fait que t'as même du monde dans mon chat qui t'ont reconnu. Fait que ça veut dire là, que tu travailles avec beaucoup de personnes. On croit dans ce que tu nous as dit. Là, donc, c'est super. Là, donc, merci Raphaël pour ton commentaire. Donc là, maintenant, j'appelle au public. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit dans l'entrevue ou par rapport, on va dire, à votre profil sportif personnel, allez-y. En attendant, on va mettre dans le chat un lien qui nous a été envoyé par Alain et Jean-Michel. Donc, je sais pas si vous voulez introduire, en fait, expliquer ce lien mène vers où puis ça sert à quoi? Ben, dans le fond, c'est un lien qui mène à une formation sur 10 modules. C'est 10 habiletés mentales. Donc, on a justement la concentration, on a aussi l'état de flow, puis on a plein d'autres modules. Donc, il y a 10 modules qui servent à la préparation mentale. C'est moi et Alain qui a fait les vidéos, puis on a des débats aussi. Fait que ça aide à aller plus loin, puis ça donne des outils concrets pour chacun des modules. Donc, l'état de flow, c'est comment rester dans un état mental optimal. La concentration, mais c'est plus en lien avec la respiration, la méditation, des choses comme ça. Mais on donne des outils sur 10 modules. On en a un qui est vraiment cool sur le momentum. Momentum, quand tu montes, ça redescend, puis comment garder le momentum, puis comment sortir d'un momentum plus négatif. Donc, c'est un programme qui est hyper détaillé sur 10 modules, qui est quand même accessible. Fait que c'est un cours en ligne, en fait, puis c'est très accessible. Je ne sais pas si tu voulais ajouter de quoi, Alain? Non, puis ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que la particularité de ce programme-là, c'est que pour débuter, chaque module, les gens vont triper parce que on a créé un jeu d'évasion, un escape room. Okay. Intéressant.
chaque module, il y a toute une histoire. Donc, les gens arrivent sur une île déserte et puis ont tombé en naufrage, puis ils doivent régler le module. Mais l'étape du jeu d'évasion, on l'a créé avec des programmeurs, qu'on dit. Ouais, des développeurs de Des jeux. développeurs de jeux. Nous, on a écrit l'histoire. Et puis, la personne qui va vivre le module, c'est ce qu'on a créé comme histoire. Ça va lui faire vivre les états émotifs et mentaux du module qui est en train de traiter. Alors, exemple, le sentiment d'impuissance, je peux vous dire, attelez-vous parce que pour trouver la clé, vous allez vivre un sentiment d'impuissance. Mais après, vous allez voir Jean-Michel et moi qui parlons de la théorie puis de certains outils. Donc, ça, c'est très particulier à ce programme-là. OK. Donc, je pense que ça a été très bien expliqué, mais je vais résumer au cas où. Donc, dans le fond, dans notre chat, Pat, je sais pas si toi tu l'as, mais moi, il a déjà été pigné dans mon chat. On a un lien vers un cours en ligne qui présente plusieurs outils psychologiques qui sont présentés sous forme de jeu. Donc, une manière, on va dire, d'apprendre en s'amusant, puis qui vont être utiles pour, on va dire, quelqu'un qui veut justement avoir des trucs puis développer son côté mental. C'est bien ça? Je pense que j'ai... Exactement. Ok, Comme super. un cours ludique. Merci. Ok, c'est super. Bon, ben, maintenant, c'est dans le chat, donc ceux qui veulent consulter, je vous invite à le faire. Maintenant, on passe à la période des questions, puis on a quand même quelques-unes questions là, qui ont déjà été posées. Donc, votre explication tout le temps est super intéressante, mais juste c'est pour vous parce que vous avez quand même une heure de limite là, que vous m'aviez dit. Mais, tu sais, peut-être essayer de répondre brièvement parce qu'on a quand même beaucoup de questions, puis pour essayer de passer au plus de questions possible, peut-être répondre brièvement, peut-être une petite phrase ou deux petites phrases chacune, puis je pense que ça va être le mieux pour la Dans le fin cas de contraire, ça va finir en nuit blanche peut-être. Là. Ouais, c'est Pas. ça, là, parce qu'on a beaucoup de questions qui sont déjà posées. Je commence avec la première, avec Price. Est-ce que les entraîneurs, peuvent être une grande source de démotivation? Ben oui, mais je te dirais, il faut toujours penser en termes de lien de confiance ou de maintien de la confiance, le trust en anglais qui est super important. Puis la confiance, ça se perd rapidement, puis ça se gagne très lentement. Fait que des fois, c'est des petites choses qui peuvent blesser le joueur ou tu sais, blesser contrarier le coach. Donc, c'est des petits détails, mais en tout cas, moi, je travaille beaucoup la communication dans ces moments-là, puis le positionnement, parce que tu peux pas toujours exprimer tes vulnérabilités face à ton coach. Fait qu'en tout cas, moi, je travaille beaucoup à comment se positionner en tant qu'athlète. Je sais pas si tu voulais rajouter de quoi. Ouais, ce que je trouve intéressant comme entraîneur, surtout quand on vise le développement, ben, c'est par exemple si un joueur, à place de l'asseoir sur le banc, d'asseoir un joueur sur le banc parce qu'il a fait une erreur, si je suis là puis que le message que j'y passe, c'est on corrige ensemble, soit qu'on fasse du vidéo, qu'on regarde rapidement ou qu'on discute pendant 30 secondes de l'erreur, puis qu'après ça, c'est deux, trois petites tapes dans le dos, puis let's go, reste intense, prépare-toi le prochain chiffre, go! Ben ça fait des petits miracles, ces choses-là. Ok. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on voit fréquemment. On voit pas ça assez fréquemment. Et je pense que Ok. c'est une clé importante parce que le premier préparateur mental, c'est l'athlète pour lui-même, le sportif. Le deuxième préparateur mental, c'est le coach. Et le troisième préparateur mental, c'est les bouffons qui sont devant vous. Ok. Ok, j'allais dire, Pat, t'avais-tu une question de ton chat, de ton côté? Continue, je vais attendre. N'oubliez pas Ok. si vous avez des questions. Hein. Ouais, Vas-y, deuxième vas-y. question de Michael qui nous dit, en fait c'est plus un témoignage qu'une question, on va lire tel quel. Je veux continuer un sport de combat, mais j'arrive pas à me motiver à y aller 2 fois par semaine. Est-ce que vous avez des petits trucs pour me motiver à y aller plus? Donc, peut-être question de constance, comment motiver quelqu'un à peut-être poursuivre son sport? Ben, tu sais, pour revenir à ce qu'on s'était dit, tu sais, faut trouver c'est quoi le problème. Est-ce que quand tu rentres dans le gym, tu te sens pas apprécié? Est-ce que tu t'évolues pas dans le gym? T'apprends, tu sais, qu'est-ce qui Ouais, bloque? As-tu peur? As-tu peur de certaines personnes? Hein, parce que les sports de combat, là, tu sais, même en entraînement, là, ils doivent s'entraîner ouais. face à face des combats. Puis des fois, il y a du monde qui sont puissants, là, tu sais, un bon coup Ouais. directement dans le ventre, ça peut faire Ouais. peur. Puis ça se peut que ça soit difficile à exprimer. Fait que, Ok. en tout cas, moi, j'irais identifier c'est quoi le problème d'abord.
Puis des Ok. fois, c'est des problèmes banals. Hein. Des fois, souvent, je vois que le gym est à 1 heure de route, puis c'est juste Ah, le fait de la distance qui fait que la motivation ah. n'est pas là. Fait que, en tout cas, c'est vraiment d'identifier c'est quoi le Le problème. problème. C'est-tu une peur, c'est-tu un manque de compétences, etc., etc. Puis après Ok. ça, vous allez voir, un coup que le problème est bien réglé, bien identifié, C'est plus la facile de solution, elle s'adapter. est probablement à trouver, tu sais. Ouais. Il y a Ben une oui, non, c'est question, il y a super. une question aussi il y a une question de coût-bénéfice. Le coût-bénéfice, allez lire le livre de Carol Dweck qui s'appelle Oser réussir, qui a Mhm, écrit sur le fixed mindset ou le growth mindset. Puis une des questions mhm, que je pose souvent aux gens qui me parlent de ce genre de problème de motivation-là, si mhm, on peut appeler ça comme ça. Alors, c'est de demander à la personne, est-ce que tu es prêt à faire tout ce que tu as à faire pour atteindre tes objectifs, tout en acceptant la possibilité que peut-être jamais tu vas atteindre tes objectifs. Et si la mhm. réponse est non, on n'est pas loin d'aller faire, d'aller mettre nos gants de boxe d'accrocher nos gants de boxe ou d'accrocher C'est pas soit les pads de taekwondo ou autre. Mhm. Hein? Alors, ça, c'est important. Mhm, c'est Donc, si super. je suis pas prêt à payer le coût pour avoir, devant l'incertitude du bénéfice, ben, on le sait, les gens qui vont être dans le processus beaucoup vont Mhm. accepter de. Et quand on dit oui, je suis prêt à accepter de peut-être jamais atteindre mes objectifs, ben souvent la Mhm. motivation peut relever. Mhm. Ok, super. Hey, petit rappel, Alain, Jean-Michel, je me sens quasiment mal de le faire, là. C'est super intéressant que vous développiez, mais pour être sûr de passer au plus de questions possibles, là, peut-être je vais te border dans les prochaines réponses de peut-être être plus bref, mais c'est super intéressant, puis tu sais, c'est plus pour vous, là. Si ça vous dérange pas de dépasser le temps, moi ça me dérange pas, mais c'est plus pour vous, là. Fait que, On va être plus efficace. On va être plus efficace. plus On va efficace les avoir juste prochaines. une qui va répondre. Ouais. Une Ok, personne. super. Prochaine question de Rafa. Comment gérer le stress lors de la veille d'un grand match? Moi, j'ai une réponse particulière. J'ai une réponse particulière là-dessus. Moi, je gère juste ce que j'aime. Alors, pourquoi vouloir se débarrasser du stress plutôt de l'embrasser? Le Hmm. stress, c'est présent, ça va être présent toute notre vie. Fait qu'à place de vouloir s'en débarrasser, demande-le. J'en veux du Ok. stress, j'aime ça, je suis content que tu sois là. Hmm. Les diamants marchent sous pression, fait qu'il faut être des diamants, j'imagine, c'est ça? C'est bon, ça. Ok, super. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez demandé à un athlète de faire une pause de sport pour conserver sa santé mentale? Hmm. Ça, c'est une super. Ben, c'est une bonne question, mais habituellement, 99% du temps, c'est toujours une décision de l'athlète qu'on travaille ensemble et qu'on explore. Donc, il y a beaucoup d'exploration, puis l'athlète arrive à une conclusion. C'est rare que moi, je dis, hey, faut que tu arrêtes comme ça. Il y a des exceptions. Puis les exceptions, ben, c'est des signes de risque pour sa santé sévère. Là. On parle d'abus psychologiques, on parle d'intimidation, on parle de troubles anorexiques plus sévères ou des trucs vraiment plus aigus que là, je vais intervenir parce que la sécurité est en péril. Mais tout ce qui est au-delà de la sécurité qui est en péril, c'est toujours une décision commune qu'on vient travailler ensemble ou explorer ensemble. Puis c'est l'athlète qui prend la conclusion d'arrêter, là, pas moi. Là. Hmm. Ouais, non, super. Puis on a mis en avant là, le fait à quel point c'est important l'aspect mental. Mais si on pose une question, est-ce qu'un athlète qui est instable mentalement aura forcément des performances instables aussi? Donc, est-ce que, mettons, même si quelqu'un est instable, il peut quand même avoir des bonnes performances ou vraiment là, le mental, c'est l'arme la plus importante? Ben, je peux répondre si tu veux. Ben, instable, là, ça veut rien dire. OK? Instable sur quel paramètre? Est-ce que c'est la fluctuation de l'humeur? Est-ce que c'est une fluctuation du stress? Instable, pour moi, ça veut rien dire. Est-ce qu'elle réagit à chaque fois que son coach lui parle? Fait que c'est quel type d'instabilité? Puis là, après ça, on peut aller trouver des stratégies. Mais quand vous me dites là, des choses comme santé mentale, instable, santé mentale, pour moi, en tant que psychologue, c'est comme si vous me C'est parce diriez que des c'est choses l'âge, banales. ouais. Ça veut rien dire. C'est comme, Hmm. il fait beau dehors. OK, il fait quelle température? Fait combien? Ouais. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de sportifs qui nous écoutent, là. Peut-être même des Ouais. athlètes de haut Ouais, niveau. ouais. Et moi, je poserais la question, moi, je reposerais une question à tous ces gens-là. Vous est-il déjà arrivé de rentrer dans un gym puis d'avoir la patate? Tu sais, tu rentres dans le gym, tu te dis, ça me tente pas, ou sur un terrain, je suis fatigué, ça me tente pas,
Et là, tu te lances, puis tu as un des meilleurs entraînements que tu as eu, puis un très bon match. Et des fois, c'est le contraire. Je me sens très bien, puis j'ai un match que je ne suis pas content. Donc, oui, c'est possible que quelqu'un se sente instable ou ait l'impression d'être instable, si on utilise le mot instable, mais qui connaisse une bonne performance aussi. Non, c'est super. Ouais, non, c'est intéressant de voir ces deux perspectives-là. Moi, Pedro, on va dire les questions principales dans mon chat, je les avais traitées, puis je veux pas voler plus de temps à Alain puis Jean-Michel. Toi, t'en avais dessus? Ouais, mais ce que j'allais dire, anyway, c'est qu'il y a 5 minutes, mon truc est suspendu, donc je peux pas voir là, s'il y en a des nouvelles. Tu pas ton chat. Ok, super. Hey, écoute, on va enchaîner avec le mot de la fin. Déjà, là, on aurait peut-être dû réserver plus de temps pour la période de questions, mais je pense que en général, les gens avaient bien posé ce qu'ils avaient à dire, puis le général avait été traité. Alain et Jean-Michel, un grand merci pour votre temps ce soir. Je pense qu'on a traité deux aspects importants, autant l'aspect théorique que pratique, puis avec les modules que vous proposez là, dans votre formation en ligne, les gens qui veulent en apprendre plus, allez cliquer sur mon lien. Si jamais il y en a qui sont pas capables d'accéder au lien, vous pouvez m'écrire par message personnel TikTok ou sur mon serveur Discord, puis je vais vous envoyer le lien pour que vous ayez accès à ces capsules. Donc, messieurs, un grand merci pour votre temps, ça a été fort intéressant, puis je vous souhaite une très bonne continuité dans votre travail. Merci. Merci. Passez une belle soirée. À la prochaine. À tous ceux aussi qui ont assisté à l'épisode. À la prochaine. Au revoir. C'était super agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir.